pas des sommets de sincérité ni de la promotion de la démocratie. Ce sont des sommets entre maîtres et esclaves. Ce sont des sommets qui tombent dans la logique de l'impérialisme. Quand vous lisez un document qui date de longtemps, qu'on appelle la charte de l'impérialisme, ce document, sur quoi je souhaiterais qu'il soit très popularisé et même enseigné aux enfants de l'école primaire à l'école secondaire, c'est un document qui demeure de mise jusqu'à le jour et que je pense que tous les ajustements des dirigeants du monde occidental vont dans la logique de ce document. Je vais juste évoquer un article ici, l'article 6, il y a même l'article 7 de cette charte qui dit que tout pouvoir qui n'est pas mis, je suis en train de paraphraser, je ne récite pas à la perroquet comme cela figure dans les documents en question, il dit que tout pouvoir qui n'est pas reconnu par les Occidentaux est un pouvoir dictatorial, un pouvoir illégitime, non démocratique et doit tomber. C'est ce que dit l'article 6 de la charte de l'impérialisme. Et donc, n'est dictateur, n'est non démocratique que ceux qu'eux n'ont pas mis au pouvoir. Et ceux qu'eux mettent au pouvoir, c'est un pouvoir démocratique. C'est comme ce qui se passe en Afrique, où vous voyez des présidents qui s'éternisent au pouvoir pendant une vingtaine, une trentaine d'années, à l'exception des gens tels que feu Muammar Kadhafi et le président du Zimbabwe Mugabe, ainsi que le président de la Guinée équatoriale Théodore Obiangema, à l'exception de ce pouvoir-là. Les autres pouvoirs, ce sont des pouvoirs d'obédience impérialiste et qui travaillent, n'est-ce pas, pour les intérêts des impérialistes. Et c'est ce qui justifie la longévité de ce président au pays. Donc, je doute fort de la sincérité, pour me répéter, des sommets entre les chefs d'État africains et le monde occidental, parce que nous n'avons pas le levier, le mécanisme de pouvoir prendre des décisions pour bien gérer les destinées de nos pays et de nos peuples. Voilà, revenons au Congo, en République démocratique du Congo. L'affaire, l'agression du Congo par le Rwanda et l'Ouganda a fait couler beaucoup d'encre. Enfin, une plainte a été déposée officiellement par le président Kabila que nous sommes agressés par le Rwanda et l'Ouganda. Cet acte de porter plainte officiellement, c'est quoi votre avis par rapport à cet acte-là? C'est une moquerie au peuple congolais. Et entre-temps, c'est une mollesse de la population congolaise. Moquerie parce que qu'est-ce que ce monsieur a attendu pour porter cette plainte aux tribunaux internationaux? Ils attendaient toutes les preuves possibles. Quelles preuves qu'ils attendaient, alors que lui est la preuve numéro 1. Lui doit porter plainte contre le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Pourquoi? Alors que lui-même, c'est un agresseur. Il est rwandais, il va porter la plainte contre qui? À moins qu'il soit un samouraï japonais, ce sont les samouraïs qui se poignardent eux-mêmes. Donc, il voudrait se poignarder. Et je ne pense pas. Il est en train de divertir la population congolaise. C'est bien connu et tout le monde ne souffre pas de l'amnésie au Congo. Ouais, mais vous parlez de divertir la population congolaise au moment où les rumeurs sont par-ci, par-là. Nous voyons à la télé que la population veut que le président Kabila puisse faire un troisième mandat. Les gens ne veulent pas qu'il puisse partir au Congo. Nous le voyons à la télé. C'est ce que j'ai dit, ce sont des mécanismes de propagande. C'est le populisme. Il a attendu quoi?
il voit que son mandat arrive presque à terme dans 2 ans, lui et les groupes qui l'entourent savent toujours pondre un œuf d'or qui va susciter l'enthousiasme de la population afin qu'il puisse justifier sa longévité et sa pérennisation au pouvoir. Vous vous rappelez, lors de son premier mandat, je ne parlais pas des années de la transition, on nous a sorti le terme de chantier, de 5 chantiers du président. La population, comme elle manque toujours de mémoire, a mordu à cette expression, le 5 chantiers du président. 5 ans sont passés, on n'a rien vu de ce 5 ans du président, enfin de ce 5 chantiers du président. Bon. Bientôt, il arrive à la fin de son mandat, dans 2 ans ou quelques mois. Il fallait sortir d'autres phrases, d'autres expressions, d'autres trucs d'or pour que la population, qui est toujours ignorante et ignorantisée, puisse y mordre. Alors, il sort la carte gagnante, l'accusation des agresseurs. Qui sont les agresseurs? Mais lui, il est le cheval de Troie des agresseurs au Congo. Il est le proconsul des agresseurs au Congo. Il va porter un procès contre ce pays. Pour quelle raison? Alors que lui-même, c'est un agresseur. On n'a pas oublié qu'il a été parmi les gens qui ont massacré les Rwandais à l'est de la République démocratique du Congo. Lui et tous les autres commandants et commandants de l'armée rwandaise. Nous n'avons pas oublié ça. Il a été impliqué dans la mort du président Laurent Désiré Kabila. Qui a apporté la guerre au Congo? C'est lui, c'est Kagame, et c'est Museveni, et les Occidentaux. Nous ne pouvons jamais avaler de telles distractions. Alors, la population, qu'on dit qu'il appuie, est-ce qu'il y a eu un référendum pour dire qu'on appuie ce messie dans l'accusation qu'il porte contre le pays limitrophe? Il n'y en a pas. On voudrait porter le chapeau et qui ne tient pas sur la tête de la population. Monsieur Guillet, nous avons vu plusieurs partis d'opposition marcher sur le boulevard en disant qu'on ne peut pas changer la Constitution, nous devons aller aux élections, il n'y a pas un 3e mandat. Avez-vous une proposition à faire pour qu'on ne puisse pas changer la Constitution? Bon, il y a toujours des propositions à faire, mais nous devons savoir d'abord d'où nous sont venues toutes ces constitutions que nous avons, qui rédige ces constitutions et à quoi elles servent, toutes ces constitutions. Et faire un bilan de toutes ces constitutions. Qu'est-ce que ces constitutions ont produit pour nos populations en Afrique et au Congo plus particulièrement? Eh bien, on se joue du destin de l'homme congolais et de l'Africain quand on parle de la révision constitutionnelle ou de la non-révision constitutionnelle. Nous ne refusons pas qu'on puisse réviser la Constitution ou certains articles de la Constitution. Si cela va dans l'idéal du développement de la population, nous ne pouvons pas réviser parce que toute Constitution est révisable, mais elle doit être révisée dans l'idéal de développer le bien-être de la population. Ce n'est pas dans l'idéal de la tailler sur mesure afin de pouvoir garder sur le même siège un individu ou un groupe d'individus qui ont échoué dans la tâche qu'ils se sont assignés. Je dis bien, ils se sont assignés cette tâche parce que ces gens ne sont pas élus par la population. Malgré la mascarade des élections que nous voyons, nous finissons toujours par comprendre que ceux qui sont dans les commissions électorales, ceux qui contrôlent tous les mécanismes des élections, ce sont toujours les mêmes gens qui sont au pouvoir. Alors on ne peut pas parler des élections libres et transparentes aussi longtemps que les gens qui sont au pouvoir nomment dans toutes les institutions
ou toutes les agences de l'État, des gens qui doivent tailler une constitution sur mesure afin qu'ils puissent continuer à rester au pouvoir. C'est une honte de voir que les gens prennent un goût illimité au pouvoir et continuent à se réjouir au détriment de toute une population. C'est une honte, comme disait l'écrivain français Albert Camus, qui disait qu'il y a de la honte à s'enrichir ou à être riche dans la pauvreté. Ça veut dire quand la majorité est pauvre et toi tu es riche, il y a de quoi avoir honte. Mais le Congo n'est pas une parcelle qui doit être gérée par un individu. Ce n'est pas une parcelle, une maison qui doit être gérée par un groupe d'individus, soit-il qui croient qu'il n'y a que eux qui doivent diriger le Congo. Nous avons toujours parlé de l'expression, nous avons toujours utilisé l'expression portant en plus. Ça signifie que si moi je peux avoir une idée et que j'exprime mon idée pratiquement ou théoriquement, ça doit avoir une fin pour que je puisse te passer aussi la main, afin que tu fasses la même chose, afin que l'autre fasse la même chose, etc. C'est ce qu'on appelle l'alternance du pouvoir. C'est pour donner la chance à chaque talent de pouvoir s'exprimer. Il n'est pas dit qu'un groupe d'individus seulement qui sont là-bas et qui se savent qu'ils ont échoué et qu'ils échouent, qui croient qu'ils doivent y rester éternellement, ils choisissent l'éternité, la longévité, la longévité à l'alternance. Nous avons vécu dans la longévité et l'éternité de Mobutu, l'ancien président qui était l'éternel. Son éternité n'a rien produit. Et comment voulez-vous qu'on continue encore à vivre dans la même éternité de ces gens qui sont là-bas, qui créent ce que vous venez de parler des partis politiques et qui ne sont pas des partis? Parce que quand nous analysons la situation, nous voyons que nous sommes dans un système monolithique et qu'ils veulent nous présenter comme étant un pluralisme politique. Nous avons été habitués à Mobutu qui avait créé des partis alimentaires. Il en est de même avec le régime en question, où vous voyez des ministres qui sont des ministres mais qui ont leur petit parti politique et ils s'appellent l'union de la majorité présidentielle. Vous appelez ça des partis d'opposition? Non. C'est le même système, c'est la même clique qui gouverne et que c'est la population qui est dribblée pour utiliser un tel terme ou une telle expression sportive. Donc, l'opposition n'a pas marché. C'est le parti qui marche parce que le régime qui est au pouvoir a de l'argent pour corrompre une masse de gens et montrer